Bonjour à toutes et à tous. Moi, je me présente rapidement. Je suis Madeleine Amiel-Jourda. Je suis secrétaire générale chez Altruisme Efficace France. Et avec Elisa, Kaivan et Mataï, on va aujourd'hui vous parler d'un des leviers les plus puissants pour réduire la souffrance dans le monde, à savoir la cause animale, en commençant avec une question simple. Pourquoi s'intéresser aux autres animaux ? Et pour ça, je voudrais commencer par vous montrer quelques images qui ne sont pas sanguinolentes, c'est juste des images de ce qu'on peut retrouver dans les élevages en France aujourd'hui de pratiques légales et standards. Ça, c'est un élevage de poules pondeuses près de Poitiers en 2021. Donc les poules passent leur vie dans ces cages grillagées et insalubres où elles n'ont pas la place de marcher ni d'étendre leurs ailes. Et le sol est également grillagé, ce qui leur inflige des blessures aux pattes. Ça, c'est un élevage de truites dans le sud-ouest de la France en 2018. Là, les poissons sont entassés dans une eau faible en oxygène et sale. Ils sont victimes de blessures et d'infections. Et puis, avant d'être vendus et mangés, au moment où ils sont sortis de l'eau, ils sont tués soit par asphyxie, soit éviscérés alors qu'ils sont encore conscients. Rappelons que les poissons aussi ressentent la douleur, mais ça, on y reviendra dans une petite minute. Et puis ça, c'est un élevage de cochons. Plus spécifiquement, sur la photo, c'est une truie de reproduction en mars 2025. Donc voilà, les truies de reproduction passent la moitié de leur vie dans des cages où elles n'ont même pas la place de se retourner, évidemment sans aucun accès à l'extérieur. Leurs porcelets ont leur queue coupée à vif à la naissance. Les élevages sont sales et il y a des cadavres parfois de cochons morts de blessures ou de maladies qui restent sur le sol pendant des jours. Voilà, donc il y a quelques mois, cette truie était dans cette cage et puis à l'heure où je vous parle, elle y est encore probablement. Donc, encore une fois, ces pratiques sont légales, standards en France dans les élevages aujourd'hui. Et pourtant, il existe un consensus scientifique établi sur le fait que l'ensemble des mammifères, des poissons et des oiseaux ressentent la douleur et sont sensibles. D'ailleurs, une récente étude de l'Union européenne rapporte que 84% des Européens pensent que les souffrances des animaux d'élevage devraient être plus prises en compte qu'elles ne le sont aujourd'hui dans leur pays. Voilà, je ne suis pas sûre qu'on ait beaucoup d'autres sujets qui rassemblent 84% des Européens aujourd'hui. Mais une fois qu'on reconnaît la souffrance et les intérêts des animaux et le fait qu'on doit les prendre en compte, on peut se pencher sur l'importance de cette cause avec le prisme de l'altruisme efficace, à savoir en étudiant 3 critères, l'ampleur, le potentiel d'amélioration et le caractère négligé de cette cause. Et pour commencer, on va s'attarder sur l'ampleur, autrement dit, le nombre d'individus concernés et qui subissent les pratiques qu'on vient de voir. Donc, il est estimé que nous tuons 85 milliards d'animaux vertébrés terrestres chaque année. À titre de comparaison, il est estimé que le nombre d'humains nés sur Terre depuis le début de l'espèce Homo sapiens est de 80 milliards. Mais quand on rajoute les poissons, donc les animaux aquatiques, ce chiffre explose, puisqu'on passe à entre 1000 et 3000 milliards d'animaux vertébrés, donc terrestres et aquatiques, tués chaque année. Et puis quand on rajoute les invertébrés, à savoir crevettes, insectes, poulpes, on passe à des estimations entre 1600 et 4500 milliards d'animaux d'élevage tués chaque année. La grande majorité sont abattus pour l'alimentation, mais certains meurent avant d'avoir atteint l'âge d'être abattus, que ce soit de blessures ou de maladies. Maintenant, il y a une question tout aussi importante. En fait, est-ce qu'on sait quoi faire pour changer les choses ? Et en fait, pour les souffrances infligées aux animaux, le problème ne réside pas tant dans le fait de connaître des solutions, mais plutôt dans les difficultés pour les appliquer. En fait, les industriels savent comment causer de moins souffrance. On peut ne plus recourir aux cages, réduire les densités d'élevage, renoncer aux souches génétiques à croissance rapide, qui sont en fait des lignées génétiques d'animaux sélectionnées pour grandir très vite. Et en fait, trop vite, ça leur inflige des blessures, parfois des fractures osseuses, etc. On peut ne plus réaliser de mutilation à vif ou développer des alternatives végétales. Donc, on sait en fait quoi faire, mais le problème réside plutôt dans la volonté de la société et des représentants politiques d'avancer sur la question, puisque la situation est en fait verrouillée dans pas mal de pays, notamment car les lobbies industriels ont beaucoup plus de ressources que le mouvement animaliste. Là, on a le budget de L214 en 2024 qui s'élevait à 10,7 millions d'euros. Et puis, on peut comparer ça, c'est même pas proportionnel parce que la différence est trop énorme, au budget de grands groupes industriels qui pratiquent l'élevage. Et là, on est sur des milliards et parfois des dizaines de milliards d'euros. Voilà, maintenant, si vous vous souvenez bien, le 3e critère dont on va parler, c'est à quel point la cause est négligée. Et encore une fois, la cause animale est très bonne élève.
Déjà parce que l'élevage intensif est invisible. En fait, il se produit loin des regards, dans des bâtiments clos, qui ne sont pas nécessairement immenses, contrairement à des idées reçues qu'on peut avoir. L'élevage intensif, ce n'est pas forcément d'immenses bâtiments, ça peut être, entre guillemets, juste des petits bâtiments avec une forte densité d'animaux, puisque ce qui compte du point de vue des animaux, ce n'est pas tant l'élevage, enfin la taille de l'élevage, mais plutôt la densité au sein de l'élevage. Et puis, on a aussi le fait que les dépenses philanthropiques pour prévenir l'élevage sont beaucoup plus faibles que celles allouées à d'autres causes. Elles s'élèvent à environ 290 millions de dollars par an, donc ça peut sembler énorme, mais en réalité, quand on compare ça à d'autres problématiques, c'est même vraiment dérisoire. 290 millions de dollars par an, c'est un montant plus de 100 fois inférieur à ceux qui sont alloués à des domaines comme le développement et la lutte contre la pauvreté, où là on est autour de 70 milliards de dollars par an, ou le changement climatique, environ 60 milliards. Donc voilà, le caractère négligé de la cause animale peut être vu comme quelque chose de malheureux, mais en même temps ça représente aussi un océan de possibilités et une formidable opportunité de faire le bien, parce que c'est un problème très grave et qui présente beaucoup de place pour agir et mettre en œuvre des solutions. Donc c'est aussi en fait une chance inouïe pour permettre aux personnes qui veulent faire le bien de le faire avec leur argent, leur temps ou leur carrière. Et d'ailleurs, malgré ce budget limité, le mouvement animaliste a obtenu des avancées. Donc, par exemple, en 10 ans, l'utilisation des cages dans l'élevage de poules pondeuses a dégringolé. À l'échelle mondiale, la campagne contre les cages en batterie a déjà permis d'épargner à 300 millions de poules ces cages qui font la taille d'un micro-ondes. Et également, la campagne contre les souches à croissance rapide, dont je parlais plus tôt, a déjà aidé des milliards de poulets. Malgré ces progrès, le problème s'aggrave d'année en année et les projections sont assez terrifiantes. Avec la hausse de la consommation des produits issus de l'élevage intensif dans le monde, le think tank Rethink Priorities prévoit qu'il y ait environ 4 fois plus d'animaux abattus dans le monde en 2033 par rapport à 2023. Et de même, l'OCDE et l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture, donc aussi appelée la FAO, prévoient qu'il y ait une augmentation de 16% de la consommation mondiale de viande de volaille entre 2023 et 2033, ce qui représente environ 11 milliards de poulets de chair abattus chaque année, 11 milliards de plus entre 2033 et 2023 par an. Voilà, donc en ayant vu ces tendances, on comprend que la fin de l'élevage intensif ne sera pas simple à obtenir, mais pour autant, elle n'est pas impossible à obtenir. Il y a eu plus de progrès au cours de la dernière décennie que pendant toutes les décennies précédentes combinées, et cela peut continuer grâce à des personnes qui œuvrent pour. Donc, il existe des solutions pour mettre fin à l'élevage intensif, et on va les voir tout de suite avec Kaivan, Mathaï et Elisa. Bonjour. Alors moi, je suis directeur d'une association de protection animale qui s'appelle Anima et qui travaille à la fin de l'élevage en cage des poules pondeuses. C'est ce que Madeleine vient d'évoquer. Et on est également la branche française d'une association qui s'appelle Anima International et qui est dans 6 pays européens. Alors, je vais parler des solutions qu'on a pour réduire la souffrance des animaux d'élevage, mais je voulais d'abord en repasser une couche sur pourquoi on veut aider les animaux, qu'est-ce qui se passe, pourquoi est-ce que c'est aussi important. Parce que on manque de gens qui prennent au sérieux ce problème, qui sont prêts à faire des choses bizarres comme donner 10% de leurs revenus à vie pour aider les animaux, qui sont prêts à changer de carrière pour aller bosser dans une asso qui paye 1 500 € par mois pour aider les animaux. On manque de gens qui sont prêts à donner une bonne partie de leur temps libre pour réduire la souffrance animale. Alors ça, c'est des exemples un peu extrêmes, mais je pense vraiment qu'on manque de gens qui prennent autant au sérieux ce problème que ce qu'il mérite. Du coup, j'ai remis quelques images d'animaux aussi. Pas des images trop gore, mais des images d'animaux en train de souffrir. Donc ça, c'est une truie, donc une maman cochon. Et comme le disait Madeleine, la plupart des truies dans le monde en fait, passent environ la moitié de leur vie enfermées dans une cage qui fait en gros la taille de leur corps, ce qui fait qu'elles ne peuvent pas se retourner. Donc elles sont inséminées plusieurs fois par an, et avant d'être au moment de la gestation et au moment de la mise bas, c'est-à-dire au moment où leurs porcelets viennent de naître, elles sont enfermées dans ces cages. Donc ça prend environ la moitié de leur vie.
Il y a beaucoup d'endroits dans le monde, enfin beaucoup d'endroits dans le sens où on pourrait espérer que ça n'existe plus, qui pratiquent encore l'élevage de chiens et de chats pour leur chair. Donc c'est encore 30 millions de chiens qui sont tués pour l'alimentation chaque année. Et ce qu'on fait subir aux animaux, c'est pas seulement un confinement dans des espaces très exigus, c'est aussi modifier leur corps pour qu'ils soient plus rentables. Et l'exemple typique de ça, ce sont les poulets à croissance rapide. Donc, ce sont des poulets qui ont été sélectionnés génétiquement depuis environ 80 ans, au sortir de la Seconde Guerre mondiale, pour grossir de plus en plus vite. Sauf que on n'optimise pas du tout pour leur bien-être. Et donc, leur corps n'est pas en capacité de soutenir leur poids, très souvent. Donc, on voit que ce poulet-là a les pattes déformées parce qu'il pèse trop lourd. Et tout ça, c'est pas normal. Hein. C'est pas parce que la quasi-totalité des animaux élevés dans le monde sont élevés dans ces conditions-là que c'est normal. Ça ne veut pas dire que ça va durer pour toujours. Ça veut dire qu'il faut qu'il y ait des gens qui pensent que c'est un problème important, un problème qui mérite d'y consacrer nos vies, ou en tout cas une partie significative de nos ressources, pour permettre aux animaux de voir une autre vie. Et donc la vie des animaux pourrait ressembler à ça. Il y a beaucoup de refuges qui accueillent des animaux d'élevage rescapés. Alors c'est pas pour dire que les refuges c'est l'alpha et l'oméga de ce qu'il faut faire pour élever des animaux, mais ça donne une idée de ce que la vie des animaux pourrait être si on les traitait autrement. Ça, c'est la photo d'un chien qui est justement un rescapé d'élevage de chiens pour leur viande et qui maintenant a la chance d'être dans une famille qui s'occupe bien de lui et qui l'aime. Et ça, c'est un exemple de poulet à croissance rapide rescapé. Et on voit qu'en fait, ses pattes sont énormes parce qu'il a aussi été sélectionné pour que ses pattes puissent un peu mieux supporter son corps énorme. Voilà. Donc ça, c'est la vie qu'on pourrait offrir à tous ces animaux si la société dans son ensemble, ou en tout cas si suffisamment de personnes motivées décidaient de les aider. Et ces personnes-là existent. Le fait de vouloir aider les animaux, c'est pas si rare que ça dans la société. Et ça fait maintenant quelques décennies qu'il y a des gens qui travaillent à temps plein pour aider les animaux, et on a déjà trouvé quelques pistes de solutions. La campagne qui est, en tout cas dans l'altruisme efficace, orientée animaliste, la campagne qui est considérée comme la plus efficace, c'est ce qu'on appelle les campagnes entreprises. C'est-à-dire que les entreprises jouent un rôle central dans l'exploitation animale. Des entreprises donc, comme Carrefour, McDonald's, celles qui vont acheter les produits animaux aux producteurs et les revendre au consommateur final. Et aux États-Unis, vers 2005, il y a des associations qui ont commencé à faire des campagnes publiques pour demander à des entreprises comme Sodexo, par exemple, d'arrêter de vendre des œufs de poulet élevés en cage. Ça, c'était un peu novateur comme approche, parce qu'avant, les animalistes avaient un peu cette idée de on demande tout de suite, c'est-à-dire on demande aux gens de devenir véganes, on demande à l'exploitation animale de s'arrêter dans son entièreté tout de suite. Alors tout le monde ne faisait pas ça, mais c'était un peu une idée assez répandue. Et donc, il y a environ 20 ans, il y a quelques associations qui ont commencé à avoir des demandes plus modestes, avec toujours des tactiques assez radicales, dans le sens où c'était vraiment des campagnes de pression publique qui disaient à l'entreprise si vous ne mettez pas fin à l'élevage en cage, nous, on va clairement montrer aux consommateurs à quoi ressemblent les élevages dans lesquels vous vous approvisionnez. Mais voilà, c'était plus modeste. On veut que vos œufs ne viennent plus de poules en cage. Et ça a permis, en fait, ces campagnes-là, donc, qui ont existé aux États-Unis, mais aussi en France, un peu partout dans le monde, ça a permis que pour la toute première fois, des entreprises géantes comme Carrefour, Sodexo, Aldi, mais en fait, la plupart des entreprises reconnaissent pour la première fois publiquement que maltraiter les animaux qui servent à produire la viande, les œufs, le lait, que ces entreprises la vendent, maltraiter ces animaux-là, ce n'est pas normal. Et elles ont pris des engagements publics à arrêter de vendre des œufs de poule en cage. Et donc ça, c'était vraiment une révolution, parce que avant avoir Carrefour, par exemple, ou Sodexo qui mettent sur leur site qui vont arrêter de vendre certains produits parce que ça fait du mal aux animaux, c'était inimaginable. Et donc cette campagne-là a eu vraiment un succès énorme. Là, je vous ai mis l'évolution du pourcentage de poules en cage entre 2019 et 2024 dans certains pays d'Europe, mais on a aussi une évolution similaire aux États-Unis. En Amérique du Sud, ça commence aussi, dans la plupart des pays d'Europe.
Et donc, comme a dit Madeleine, c'est entre 200 millions et 300 millions de poules qui, à chaque instant, aujourd'hui, ne vivent plus leur vie enfermées dans une cage grâce à ces campagnes-là. Voilà. Et donc, c'est considéré comme la campagne qui a aidé le plus d'animaux, dans le sens de progrès mesurables, parce qu'il y a beaucoup d'autres campagnes qui ont été faites avant, qui ont permis de changer la façon dont on voit les animaux. Mais voilà, l'approche qui a été prise par ces associations-là, c'est qu'est-ce qu'on peut faire maintenant pour réduire la souffrance des animaux de façon efficace. Et ce qui est intéressant, c'est que ça a commencé avec les entreprises. Donc l'élevage en cage était très majoritaire en France il y a encore 15 ans. Grâce aux engagements des entreprises qui ont été obtenus grâce aux associations, ça a commencé un peu à décliner. Et ensuite, le politique a suivi. Donc en France, par exemple, en 2018, on a eu l'interdiction de la construction de nouveaux élevages cages. C'était un engagement de Macron pendant sa campagne de 2017. Ça a été quand même extrêmement difficile d'effectivement obtenir cette avancée-là un an après. Mais voilà, ça c'est une victoire et qui va peut-être être suivie bientôt par une victoire au niveau européen, parce qu'on a une campagne européenne pour mettre fin à l'élevage en cage, qui s'appelle End the Caged Age, et qui a résulté en 2021 en la promesse de la Commission européenne à mettre fin à l'élevage en cage en fait, dans toute l'Europe. Ce qui serait si ça devenait effectivement vraiment quelque chose d'incroyable pour les animaux, et nous on travaille activement à ça, avec beaucoup d'autres associations. Voilà. Donc ça, c'était juste un exemple d'une campagne très spécifique qui consiste à interdire l'élevage en cage de poules pondeuses, mais qui a eu vraiment des résultats remarquables. Alors c'est moins que ce qu'on aimerait sûrement. Moi, personnellement, j'aimerais que l'exploitation animale cesse. Mais voilà, j'essaie aussi de me satisfaire de ce qu'on peut gagner pour les animaux aujourd'hui. Je vais également parler d'un autre type de campagne, un peu plus rapidement, qui consiste à essayer de faire en sorte que les gens mangent moins de produits animaux. Parce que, évidemment, une façon assez directe de réduire les souffrances animales, c'est de réduire le nombre d'animaux qui sont élevés. Et pour ça, il faut que les gens mangent moins de produits animaux. Donc j'ai mis 3 exemples de telles campagnes. Quelque chose qui, à mon sens, est très prometteur et qui est en train de se développer, et il y a des associations qui bossent dessus. C'est encore une fois de passer par les entreprises, comme Carrefour par exemple, pour qu'elles vendent moins de produits animaux. C'est-à-dire que Carrefour, s'ils se disent demain, moi ce que je veux vraiment très 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 fort, c'est que les gens achètent plus de produits végétaux et moins de produits animaux, ils ont vraiment les moyens de le faire. Donc il y a des associations qui travaillent ou qui font campagne contre des entreprises comme Carrefour pour accélérer la vente de produits végétaux. Ça c'est un exemple très prometteur, je pense. Un autre exemple, c'est de faire de la recherche sur les protéines alternatives, c'est-à-dire que pour que les gens mangent des alternatives à la viande, encore faut-il qu'elles soient bonnes, qu'elles soient pas trop chères, qu'elles soient pratiques. Et ça existe un petit peu. Donc il y a des marques bien connues en France maintenant qui proposent ce genre de produits. Mais plus ce sera pratique et moins ce sera cher, et plus ce sera bon, plus ce sera facile. Et donc il y a des associations qui travaillent aussi sur le fait de débloquer des financements pour pouvoir financer la recherche fondamentale en protéines alternatives, et qui arrivent par exemple à faire en sorte qu'un fonds comme le fonds de Jeff Bezos débloque des dizaines de millions de dollars pour cette recherche. Et la dernière chose, c'est d'aller directement en fait, végétaliser les assiettes des gens, donc sans les convaincre forcément, mais juste par exemple en faisant en sorte que la restauration collective, donc les Crous ici, propose davantage de plats végétariens. Parce que si vous arrivez dans votre restaurant universitaire à midi et que les 3/4 des plats qui vous sont proposés, ce sont des plats végés, vous allez peut-être prendre des plats végétariens sans même vous demander si c'est mieux pour les animaux ou pour la planète. Et donc ça, c'est une victoire qu'on avait obtenue il y a 2 ans maintenant. Donc l'ensemble des Crous qui s'étaient engagés à servir 50% de repas végétariens d'ici à 2030. Et voilà. Moi, c'est Mathéi Souchon. Je suis organisateur des Estivales de la question animale, qui est un événement qui existe depuis 2002 et qui constitue le principal point de rencontre annuel dans la cause animale en France, qui vous permet de rencontrer des personnes déjà engagées, de découvrir les projets. Et du coup, je travaille depuis 2013 dans cette cause qui me paraît assez cruciale. Et mon idée avec les Estivales, c'est d'essayer de pousser à l'apparition de nouveaux projets impactants. Typiquement, L214 et le Parti animaliste sont nés de rencontres aux Estivales de la question animale. Dans le temps qui m'est imparti, on me demandait de
présenter quelles tendances et initiatives me paraissent prometteuses. J'aimerais du coup venir sur spécifiquement 3 points. D'abord, le développement du courant de l'animalisme efficace. C'est quelque chose qui peut sembler trivial, mais l'efficacité, le fait qu'on doit être efficace dans nos actions ne va en fait pas de soi et n'a pas tant que ça été discuté dans la cause animale historiquement. Typiquement, quand on regarde sur quel groupe d'animaux la cause animale a eu tendance à se focaliser, il y a pas mal d'énergie qui a été mise sur des groupes qui sont finalement assez petits, donc les chiens, les chats, pour des raisons en fait qui sont pas forcément très rationnellement réfléchies, mais qui sont de l'ordre de la proximité qu'on a avec ces animaux. Et donc c'est comme ça qu'on peut se retrouver par exemple à s'occuper des corridors. Je ne dis pas qu'il ne faut pas le faire, mais simplement on doit toujours faire des choix lorsqu'on décide sur quelle campagne on va s'engager. Et en l'occurrence, il y a un certain nombre d'animaux, de groupes d'animaux qui ont été négligés dans le mouvement animaliste, et typiquement les petits animaux, les poissons, les animaux aquatiques. Et donc le mouvement de l'altruisme efficace apporte à la cause animale ce souci de se soucier des groupes d'animaux qui sont possiblement prioritaires. Un aspect aussi qui m'a semblé intéressant dans ce que l'altruisme efficace apporte à la cause animale et qui fait la valeur du coup de ce sous-courant de l'animalisme efficace, c'est un certain nombre de recherches qui vont nous montrer par exemple des choses auxquelles on ne s'attendrait pas, parce que d'un point de vue animaliste, on va se dire que l'exploitation animale de manière générale est mauvaise, élever, tuer des animaux leur cause du tort, et donc il faut l'éviter, point. On ne va pas forcément distinguer suivant les types d'animaux élevés. Et en fait, quand on regarde dans le détail quel est le nombre d'heures de souffrance que vous infligez aux animaux, groupe d'espèces par groupe d'espèces, et combien d'animaux sont concernés à chaque fois, vous pouvez découvrir des choses surprenantes. Donc là, par exemple, ce petit calculateur qui a été développé dans le courant de l'altruisme efficace nous montre que, c'est écrit petit, mais la grande barre en haut, donc c'est un score de souffrance animale là, que ce graphique montre, et on voit que pour les crevettes, la quantité de souffrance infligée est phénoménalement plus élevée que ce qu'on inflige à d'autres animaux comme les poules pondeuses, les saumons en dessous, les poulets, etc. Et ensuite, du coup, je vous montre la partie du graphique sans les crevettes pour qu'on voit mieux les distinctions, et on découvre par exemple qu'il y a beaucoup plus d'heures de souffrance qui se cachent lorsque vous mangez des œufs plutôt que lorsque vous buvez 1 litre de lait. Par exemple, les œufs sont tout en haut et le lait est tout en bas. On ne voit même pas la barre, il fait l'épaisseur du trait. Et voilà. Et donc ce genre de recherche nous permet de réfléchir à quelles sont les campagnes qui sont les plus importantes à mener en priorité. Et donc le développement de ce courant animaliste efficace me semble être un aspect important pour les progrès de la cause animale. L'exemple que je peux donner aussi, et un exemple personnel, c'est pour les estivales de la question animale. Voilà, donc une conférence où on se rassemble chaque année pour parler de cause animale. Et en fait, depuis 2002, on avait eu très peu posé sur la table explicitement la question de l'impact à travers sa carrière et à travers ses dons, alors qu'il s'agit de leviers sur lesquels l'altruisme efficace insiste particulièrement en tant que levier important. Et donc c'est vraiment mon contact avec la communauté altruiste efficace qui m'a poussé à plus intégrer ça. Deuxième point qui me semble intéressant, c'est les efforts de professionnalisation du mouvement. La cause animale est un mouvement qui est encore plutôt peu développé. En France, on a vu tout à l'heure qu'au niveau des financements, il restait beaucoup à faire pour atteindre la taille de mouvements tels que le mouvement écologiste ou l'humanitaire. Et ça se voit aussi dans le niveau de professionnalisation. Beaucoup d'organisations sont toutes petites, reposent essentiellement sur des bénévoles qui vont être disponibles sur leur temps libre après le travail. Et il me semble que si on veut avoir un grand impact, on a aussi besoin d'organisations qui sont composées de gens qui travaillent à plein temps pour les animaux et qui ont vraiment décidé, comme le disait Keivan, de dédier leur carrière aux animaux. Et donc je suis enthousiaste de voir que on a des associations qui naissent depuis quelques années sous l'influence notamment de l'altruisme efficace, dans cette logique-là de fixer des ambitions assez élevées, chercher les fonds nécessaires pour recruter des gens à plein temps qui vont mener des campagnes importantes. Donc, en exemple d'associations qui s'est professionnalisée, on a l'Observatoire national des alimentations végétales, l'Observatoire des subventions agricoles, Pro-Animaux, qui œuvrent même explicitement à la professionnalisation du mouvement, et j'en passe. En dehors de France, il y a aussi les incubateurs
qui œuvrent dans cette direction-là, et ça me semble être un effort intéressant. Et du coup, je vous encourage à aller voir les programmes que les incubateurs proposent, et si ça vous intéresse, si vous êtes prêt à considérer l'hypothèse de vous engager pour les animaux, eh ben, ça peut être des formidables accélérateurs d'engagement d'aller voir ces incubateurs. Donc il y a notamment Kickstarting for Good, donc ça c'est l'association ProVeg qui propose ce programme, et Ambitious Impact, qui ne travaille pas que sur la cause animale, mais qui vous permet notamment de lancer des projets orientés en faveur des animaux. Et puis, troisième chose qui me paraît prometteuse, troisième tendance, c'est la massification du recrutement. Clairement, on est un mouvement qui intéresse encore peu de gens. On parle peu de la cause animale en fait, dans la société en général. C'est un sujet qui est encore invisible. Quand on en parle, c'est pas forcément très difficile de convaincre les gens qu'il y a un problème, que la façon dont les animaux sont traités dans les élevages n'est vraiment pas satisfaisante. Mais on se heurte à un mur d'invisibilité. Voilà, c'est un sujet parmi tant d'autres sur lesquels il y a matière à s'indigner dans la société. On est en concurrence avec beaucoup d'autres mouvements sociaux qui ont aussi des revendications à porter. Et néanmoins, si on est vraiment convaincu que c'est un enjeu extrêmement grave aujourd'hui et prioritaire à traiter, eh ben, il est temps de faire des efforts actifs pour massifier ce mouvement. Et donc, ça peut passer par toutes sortes d'initiatives. Donc, je suis notamment admiratif des personnes qui vont aller essayer de créer des documentaires vraiment excellents, qui vont être par exemple diffusés ensuite sur Netflix et qui vont être des instruments de conversion massive à l'idée qu'il faut vraiment s'engager activement et mettre beaucoup de temps, beaucoup d'énergie pour faire avancer les choses pour les animaux. Et vous avez plein d'autres canaux qui peuvent toucher les gens suivant ce qui peut les intéresser. Donc il y a par exemple des BD, des ouvrages à caractère plus théorique qui vont présenter le caractère institutionnel et culturel du problème. En BD, vous avez Sébastien Moreau, Rosa B qui ont fait des choses intéressantes. Si je devais citer un ouvrage, je dirais par exemple Solidarité animale. Vous avez des revues, le podcast et bientôt le livre de Victor Durand-Lepeuch. Un certain nombre de sites, de chaînes YouTube. Enfin, voilà, tous ces instruments nous aident à pointer le problème comme un enjeu vraiment important. Et voilà ce que j'ai à dire de manière générale sur ce qui me paraît prometteur pour aller dans la direction d'un mouvement qui fonctionne bien et qui permet d'aider effectivement les animaux. Bonjour tout le monde, donc moi je suis Elisa, je suis administratrice d'Altruisme Efficace France et ça fait 3 ans maintenant que je suis impliquée professionnellement dans la cause animale et j'ai entre autres occupé le poste d'assistante de recherche sur les questions des animaux invertébrés dans le département bien-être animal d'un think tank qui s'appelle Rethink Priorities et qui est donc un organisme qui produit de la recherche stratégique à destination des décideurs au niveau de la cause animale. Voilà. Et donc aujourd'hui, j'aimerais vous parler du rôle de la recherche fondamentale comme appliquée pour faire progresser la cause animale. J'ai identifié donc 3 grands types d'objets de recherche qui peuvent nous aider à faire progresser le bien-être animal et la cause des animaux en général. Et donc, on va pouvoir en parler. Et bon, en réalité, je vais surtout vous parler des crevettes parce que c'est le sujet que je connais le mieux. C'est un peu mon dada et c'est ce sur quoi j'ai le plus travaillé quand j'étais assistante de recherche. Donc, un premier objet de recherche utile pour les animaux, c'est de connaître tout simplement leurs besoins. Ici, l'enjeu, c'est de faire en sorte qu'on s'attaque à des choses qui sont réellement des problèmes qui existent. Enfin voilà, on ne va pas se préoccuper par exemple du bien-être des pierres et de s'attaquer à voilà, des choses un petit peu ciblées. Donc on va tout d'abord faire de la recherche sur la sentience des animaux, c'est-à-dire leur capacité à ressentir des expériences subjectives, positives comme négatives. Un autre type de recherche, ça va être sur les besoins en fait naturels selon les espèces. On n'a pas les mêmes besoins à la fois physiologiques, comportementaux, voire psychologiques. Et particulièrement ces besoins en contexte d'élevage, parce que si on essaye de changer une industrie, il faut qu'on puisse arriver avec des propositions concrètes sur
quelles mesures appliquer en élevage pour pouvoir convaincre ces acteurs. Et donc, un exemple dans le cas des crevettes, c'est la recherche qui a été menée en 2021, en tout cas publiée en 2021 par Jonathan Birch et ses co-auteurs à la London School of Economics, qui ont fait une revue de la littérature concernant 8 critères de sentience qui sont de l'ordre évolutionnaire, physiologique et comportementaux. Et ils en ont conclu que les crustacés décapodes, dont les crevettes, sont probablement sentients et donc ressentent des expériences subjectives comme vous et moi. Un autre objet de recherche qui me semble important une fois qu'on a identifié voilà, quels animaux quels êtres en fait tout simplement sont sentients et quels sont leurs besoins, et qu'on a défini donc un ensemble de problèmes, c'est d'essayer de déterminer quels sont les problèmes prioritaires. C'est probablement quelque chose qu'on nous a beaucoup rabâché aujourd'hui. Madeleine parlait tout à l'heure du cadre ITN, donc importance, importance, tractability, neglectedness, donc ampleur, faisabilité et caractère négligé. Et c'est quelque chose qu'on va appliquer également au sein même d'une cause. On peut utiliser ce cadre pour sélectionner entre les causes, mais aussi au sein même d'une cause comme la cause animale. L'enjeu, c'est en fait de s'assurer qu'on investit bien notre temps et notre argent, qui sont bien entendu dans tous les cas limités, mais particulièrement au sein de la cause animale, pour aider les animaux qui ont le plus de chances de pouvoir être aidés et qui en ont le plus besoin. Donc ici, voilà, un exemple, encore une fois, lié aux crevettes, c'est que en 2020, une de mes collègues du think tank Rethink Priorities a commencé à investiguer la question de l'élevage des crevettes, qui jusque-là n'avait pas tellement été investiguée. J'ai rejoint son projet en cours de route, et les travaux qu'on a menés ont permis d'identifier que les crevettes sont une cause, d'une part, d'une grande ampleur, puisqu'on le voit ici par les chiffres, à n'importe quel moment dans le temps, il y a plus de crevettes sur les élevages que n'importe quelle autre espèce d'animaux. Enfin là, on a pris des animaux qui sont particulièrement élevés en grand nombre, donc les insectes, les poissons bien sûr, et les poulets. Et on a également pu identifier que c'était une cause qui était négligée, puisque à l'époque, peu d'interventions étaient axées spécifiquement sur les crevettes. Il n'y avait aucune association qui s'occupait principalement ou même exclusivement de ça. Et en fait, il se trouve que les crevettes, alors d'une part, elles sont élevées en grand nombre, mais elles sont élevées dans un cadre où il n'y a pas de normes, pas de régulation, comme on peut avoir par exemple pour les vaches ou même pour les poulets. Il y a énormément de pratiques cruelles dans l'élevage de crevettes, voilà, de l'abattage sans étourdissement ou de l'épédonculation oculaire, donc une pratique qui consiste à écraser ou couper les yeux des femelles gestantes, crevettes, pour stimuler leur production d'œufs. Les crevettes peuvent vivre jusqu'à 6 mois en élevage et sont aussi soumises à une forte mortalité pré-abattage, ce qui semble suggérer qu'en fait les conditions sont même pas suffisamment bonnes pour qu'elles survivent jusqu'à l'âge de l'abattage. Donc c'est encore moins qu'elles aient un haut bien-être, quoi. Un dernier objet de recherche que j'ai identifié comme étant particulièrement important pour aider les animaux, c'est la recherche des meilleures interventions. Parce qu'une fois qu'on a identifié un problème en particulier auquel s'attaquer, donc ici par exemple on a identifié que la cause des crevettes d'élevage était une cause à laquelle il était bon de s'intéresser, on va essayer de considérer différentes interventions, différentes façons d'aider. Ici, encore une fois, l'enjeu, c'est de s'assurer qu'on va utiliser les ressources limitées du mouvement pour produire le plus de résultats possible. Donc, on va considérer des facteurs comme le coût-efficacité de chaque intervention, mais aussi les fenêtres d'opportunité stratégiques et les effets de synergie.
Donc le coût efficacité d'une intervention, ça va être plus un facteur intrinsèque, et les fenêtres d'opportunité stratégique, des effets de synergie, ça va aussi dépendre de ce qui se passe ailleurs, dans le reste du monde, dans le reste du mouvement pour les animaux. Et ça, c'est plus, voilà, ça va dépendre. Et donc, un exemple, ça peut être, OK, maintenant qu'on a identifié qu'on veut potentiellement, en tout cas, s'attaquer au problème de la souffrance des crevettes, on peut se demander, est-ce qu'on devrait demander aux producteurs, par exemple, une meilleure qualité de l'eau en élevage, donc qui affecterait au moins 440 milliards d'individus, puisque c'est par an, ce qui est en fait le nombre d'animaux par an qui est soumis à cette qualité de l'eau dégradée, ou est-ce qu'il faut demander aux producteurs de cesser la pratique de l'épédonculation oculaire dont je vous parlais, donc qui concerne environ, environ, c'est une estimation, 2 millions d'individus par an. Donc seulement une grande majorité des femelles gestantes, mais qui ne sont pas très nombreuses. On pourrait se dire, clairement, la qualité de l'eau en élevage, ça concerne beaucoup plus d'animaux, donc allons-y. Mais en réalité, étant donné ce qu'on sait aujourd'hui sur la qualité de l'eau en élevage, on a peu de données sur exactement qu'est-ce qu'on pourrait faire. Il n'y a pas énormément de faisabilité de l'intervention. Et donc, finalement, en fait, l'épédonculation oculaire apparaît comme quelque chose qu'on peut faire maintenant et qui va créer aussi des opportunités derrière. Donc c'est là qu'on voit qu'en fait, ce qui va compter, c'est pas toujours juste le coût-efficacité, c'est-à-dire combien d'individus on pourrait aider avec, par exemple, 1 euro supplémentaire donné à la cause, mais aussi parfois, voilà, juste en termes stratégiques, ça peut être bon pour des animaux négligés comme les crevettes de commencer par une intervention qui va sensibiliser le public, sensibiliser également les entreprises au fait que les crevettes sont possiblement des animaux sentients et qui souffrent donc des pratiques de l'industrie. En pratique, c'est pas mal plus compliqué que ce que je viens de vous exposer. C'est pas toujours aussi simple. Y a pas, voilà, la progression n'est pas aussi naturelle, on va dire, dans la réflexion stratégique informée par la recherche. En réalité, le choix entre problèmes ou entre interventions ne sont pas aussi clairs que ça. On a souvent, en réalité, pas forcément le choix entre 2 interventions pour les crevettes, mais entre une intervention pour les crevettes et une intervention pour les vaches, etc. Donc en fait, il y a beaucoup plus de complexité dans les facteurs qui vont être sous-pesés par les décideurs. Les 3 objets de recherche que je viens de vous présenter, en fait, sont investigués en parallèle. C'est-à-dire que, comme je disais, ma collègue avait commencé à investiguer le nombre de crevettes qui sont soumises à l'élevage voilà, à tout moment et par an. Elle avait commencé à investiguer ça avant même que paraisse le rapport sur la sentience possible des crevettes. Malgré tout, je ne voulais pas finir sur une note trop négative. Les résultats sont là. La recherche stratégique pour les animaux, ça fonctionne. 5 ans seulement après le début de ces recherches consacrées aux crevettes, déjà 4 milliards de ces animaux bénéficient annuellement de l'étourdissement avant abattage, ce qui n'aurait probablement pas été le cas si on avait juste décidé de ne pas investiguer cette cause et finalement laisser faire ce qui aurait pu arriver. Voilà, donc je vais finir là-dessus et on va pouvoir passer aux questions. Et non, parce que avant les questions, je vais vous parler, une fois qu'on a vu un peu ces interventions prometteuses, de ce que vous pouvez faire aujourd'hui, demain, pour aider concrètement les animaux, et après on passera aux questions. Mais vous pouvez déjà soutenir des associations, que ce soit avec votre temps, donc en faisant du bénévolat, ou avec votre argent en faisant des dons. Pour savoir quelles associations soutenir, vous pouvez aller sur le site d'Altruisme Efficace France qui en recommande quelques-unes qui ont été évaluées auparavant. Il y a par exemple Convergence Animaux Politiques, Paris Animosopolis, La Question Aquatique, les Estivales de la Question Animale et aussi des associations internationales.
Ensuite, vous pouvez également utiliser votre carrière pour les animaux. On tient à insister là-dessus parce que c'est vraiment un des leviers les plus puissants pour changer les choses. Déjà parce que le mouvement animaliste, comme l'a dit Mathaï, a beaucoup de besoins à combler et encore très peu professionnalisé. Et il reste beaucoup de choses à faire pour les animaux. Vous pouvez travailler dans des institutions, faire de la recherche, travailler dans des entreprises, dans des associations. Enfin, il y a vraiment beaucoup de choses à faire. Et donc, si vous choisissez cette voie, il y a plein de choses qui existent pour vous orienter et vous conseiller. Par exemple, le programme d'impact animaliste francophone de ProAnimaux, aussi appelé PIAF, et les ateliers carrière impact de Altruisme Efficace France sont des programmes où vous allez discuter, rencontrer des gens, lire des ressources pour vous orienter dans vos choix de carrière. Il y a aussi Animal Advocacy Careers qui est en anglais, qui propose des appels de conseils carrière. Tout ça, c'est entièrement gratuit. Et puis, si vous voulez, vous pouvez aussi rejoindre des communautés de personnes qui partagent les mêmes intérêts et qui veulent aussi changer les choses pour les animaux. Par exemple, la communauté d'AEF, qui n'est pas uniquement pour les animaux, mais qui s'y adresse aussi, ou la communauté de Hive, qui est dédiée aux animaux, mais internationale, donc anglophone, ou bien aller aux festivals de la question animale pour rencontrer les animalistes efficaces et discuter avec eux de vive voix. Et si ces liens vous intéressent, vous avez un petit QR code pour aller vers une page qui mène à tous ces liens. Et maintenant, on peut passer aux questions. Je vais commencer avec une question pour Mathaï, qui est « Pourquoi penses-tu qu'il faut allouer des ressources à la lutte culturelle plutôt que, par exemple, se concentrer sur le lobbying envers les entreprises agroalimentaires ?» Voilà, totalement spontané du coup et non préparé, n'est-ce pas ? Non, simplement, c'est un aspect sur lequel l'altruisme efficace ne dit pas grand-chose pour l'instant. Je veux dire, les évaluateurs et les financeurs, pour l'instant, n'investissent pas beaucoup ce champ-là, pour des raisons que je comprends, que c'est difficile d'évaluer l'impact qu'on a à travers les efforts de changement culturel. Je voulais rapidement introduire ma position, en tout cas sur ce point, parce que ça me semble un aspect intéressant à explorer aussi, c'est donc ma position personnelle là-dessus, mais qui est que l'altruisme efficace nous pousse dans la direction d'être ambitieux pour les animaux, de rechercher à avoir un impact important. Et donc, est-ce qu'on peut se satisfaire d'un changement purement axé, par exemple, sur l'économie, c'est-à-dire uniquement miser sur créer des alternatives végétales qui soient suffisamment convaincantes pour que les gens, naturellement, arrêtent d'acheter de la viande et que, du coup, l'exploitation animale disparaisse d'elle-même, ou alors essayer en gros, d'éviter la question difficile de faire changer les opinions des gens sur ce sujet en allant changer directement ce que font les industries. C'est vrai que pour l'instant, c'est effectivement un levier identifié comme très efficace et j'adhère avec ce point. Mais ce que je voudrais dire aussi, c'est qu'il me semble que à terme, on ne pourra pas faire l'économie de aussi passer par une évolution des mentalités sur cette question. Il y a clairement une tension entre l'amélioration des conditions pour les animaux, enfin plutôt la réduction des souffrances dans les élevages et la viabilité économique de l'élevage lui-même. Et donc, à un moment donné, à force d'en demander toujours plus, ce qu'on met en cause, c'est la possibilité même, en réalité, de maintenir l'exploitation animale, et c'est un changement assez radical en fait, et contre lequel il y a des oppositions idéologiques de principe. Ça va contre des traditions qui sont profondément ancrées dans nos sociétés, et donc aller contre ces visions traditionnelles, ça suppose quand même une vraie évolution dans nos sociétés, et déjà à commencer par les politiques, sur le fait que oui, c'est effectivement un sujet important, sérieux, c'est peut-être l'un des sujets les plus graves de notre époque, que les souffrances massives qui sont infligées aux animaux. Et donc, pour obtenir cette évolution déjà parmi le personnel politique, je ne vois pas bien comment on peut arriver à ce résultat-là sans d'abord avoir une société qui est prête à faire pression sur nos politiques pour qu'ils prennent vraiment au sérieux la mesure de l'ampleur du problème. Et donc pour arriver à ça, à ce qu'il y ait cette pression massive de la population, ça suppose des efforts d'influence culturelle. Et donc la question après qu'on va se poser, c'est dans quelle mesure est-ce qu'on peut trouver des manières efficaces, cost-effectives, c'est-à-dire qui ne coûtent pas trop cher par rapport à l'impact qu'elles ont, d'influencer massivement la population vers faire pression sur les politiques pour avoir ce genre de résultats. Voilà, mais il me semble que c'est un point qui est important aussi à explorer et pour lequel, pour l'instant, il y a beaucoup de points d'interrogation, certes, mais voilà, qui restent importants. Voilà. Merci.
la question qui est la plus votée. La question qui est la plus votée jusqu'à présent, c'est: est-ce que le label bio permet une réduction de la souffrance animale ? Je dirais, alors, sur ce que je connais, c'est-à-dire les crevettes, le label bio au niveau européen, effectivement, depuis assez longtemps en tout cas, enfin plusieurs années, enfin c'est pas du tout depuis qu'on a commencé à mener ces recherches, c'était même avant, le label bio au niveau européen implique de ne pas utiliser les pédonculations oculaires, par exemple. Donc cette pratique cruelle était déjà bannie en élevage bio. Voilà, pour avoir cette labellisation au sein de l'Union européenne. Voilà. Donc c'est un exemple. Ça peut être le cas, mais je pense que Kevin, toi, tu as peut-être d'autres données. Pour les poules pondeuses, le bio est clairement mieux que la cage, ça c'est sûr, que l'élevage au sol aussi, qui est de l'élevage intensif en bâtiment fermé. L'élevage bio pour les poules pondeuses, c'est de l'élevage intensif, mais avec des conditions moins pires. Donc il n'y a pas d'étude systématique qui a été faite sur le bien-être des poules en élevage bio. Si vraiment on veut acheter des œufs, je pense qu'effectivement acheter des œufs bio, c'est mieux que le code 2, c'est mieux que le code 3, donc code 2 sol, code 3 cage. C'est pas forcément le mieux en termes de bien-être animal. Il y a le label rouge, je pense, qui est mieux souvent parce que les poules sont plus en liberté. Donc ça reste de l'élevage intensif, c'est-à-dire que l'autre jour je parlais avec un éleveur qui me disait qu'il avait 3000 poules, c'est un éleveur bio, il me disait qu'il avait 3000 poules. Je lui disais, ah oui quand même, c'est pas artisanal quoi. Et il me disait, oui mais 3000 poules c'est vraiment le minimum qu'on peut faire pour être rentable. Donc c'est mieux, mais c'est pas. Je doute que les animaux soient pleinement heureux et je pense même qu'ils souffrent encore significativement en élevage bio. Mais c'est quand même mieux et je pense que c'est important d'être honnête là-dessus. C'est-à-dire que c'est pas la fin de l'exploitation animale, mais c'est quand même mieux pour les animaux qui sont dans ces élevages-là. J'ajouterais que ça semble assez intuitif, après ce qu'on vient de dire, de se questionner sur sa consommation personnelle et de se dire, bon, alors comment je peux améliorer le contenu de mon assiette. Mais c'est vraiment qu'un des leviers d'action possibles pour améliorer la situation pour les animaux. Et parfois qui est très coûteux, c'est difficile, je reconnais, de changer ses habitudes alimentaires. Bon, si déjà vous pouvez éviter les œufs et privilégier la viande de bœuf, si vraiment vous tenez à manger des produits animaux, par exemple, vous faites déjà une différence d'impact significative. Évidemment, moi, dans l'absolu, si j'ai une baguette magique, je vous rends tous véganes, mais avant ça, je veux dire, il y a quand même d'autres modes d'action qui peuvent être autrement plus impactants. Ce que vous faites à travers votre carrière, ce que vous dites autour de vous, les dons que vous faites sont autant de leviers très importants. Donc, s'il y a des personnes parmi vous, par exemple, qui sont prêtes à considérer une carrière d'enquêteur, d'enquêtrice en abattoir, en élevage, allez voir le manuel, le Investigation Manual de DXE sur leur site internet. C'est un PDF librement accessible. Vous verrez à quoi ça ressemble, par exemple, concrètement, comme métier de faire ça. Et vous voyez, ça, c'est par exemple un exemple d'intervention qui peut apporter beaucoup de choses pour donner plus de visibilité aux souffrances animales. Ouais, je pense que c'est vraiment très bien que tu appuies là-dessus. Parce que le but du jeu, c'est pas d'être vertueux, c'est pas d'être plus vertueux que ses voisins. Le but du jeu, c'est qu'à la fin, les animaux arrêtent de souffrir. Et il y a des gens qui sont pas véganes et qui aident énormément les animaux en travaillant dans une association, en faisant des dons très importants. Donc je pense qu'effectivement, c'est important d'appuyer sur le fait que il faut juste chercher ce qui est le mieux pour les animaux et que notre consommation personnelle, je dis pas que c'est pas important, mais c'est souvent pas le meilleur levier pour les aider. Moi, j'avais une autre question qui était: quel conseil donneriez-vous à quelqu'un qui souhaite justement orienter ou réorienter sa carrière vers la cause animale ? Peut-être chaque personne peut donner un conseil. Ouais, je peux vous recommander un programme que j'ai moi-même eu la chance de faire, qui est le PIAF, le programme d'impact pour les animaux francophones. Oh, bon, je ne sais plus exactement l'acronyme, mais bon, en tout cas, c'est un programme dédié à la réflexion sur la carrière, qui est organisé par l'association Pro Animaux, programme d'impact animaliste francophone, voilà.
Et ils sont actuellement en train de prendre les candidatures pour leur prochaine session qui aura lieu en octobre et novembre. Les candidatures ont lieu jusqu'au 19 septembre, si je ne me trompe pas. Je ne vois pas quelqu'un de pro-animo ici. Ah, si, c'est bon. Super, c'est ça. Donc, ce serait mon conseil. On peut peut-être passer en revue rapidement les choses qu'on peut faire de mieux avec sa carrière pour aider les animaux. Donc, on peut travailler pour une association, mais pour que ce soit utile, il faut apporter de la valeur à cette association. Donc, nous, à Sceaux, on a besoin de gens qui sont brillants, qui sont motivés, qui ont envie d'apprendre, qui ont toutes les qualités qui vont faire du bon travail pour les animaux. Donc, si vous pensez que vous avez quelque chose à apporter à la cause animale, vous pouvez candidater, postuler chez des associations. Une autre chose, c'est de faire des dons. Ça, c'est quelque chose de bien parce que quand vous faites des dons, vous, entre guillemets, vous ne prenez pas la place de quelqu'un en association. Ce que je veux dire, c'est que vous n'avez pas besoin d'être spécialement, incroyablement efficace pour pouvoir faire des dons. Si vous avez un salaire qui est relativement confortable, vous pouvez donner 200, 300 euros par mois, moins, plus, mais vous êtes sûr, entre guillemets, d'avoir un impact comme ça. Une autre possibilité, c'est d'aller travailler à des endroits dans la société qui sont stratégiques pour les animaux. Donc si vous êtes, je ne sais pas, dans un ministère, par exemple, qui traite des questions animales, comme le ministère de l'Agriculture, c'est peut-être un endroit où vous pourrez vraiment orienter les politiques publiques de façon efficace pour les animaux. Vous pouvez aussi aller travailler pour des entreprises comme Carrefour, par exemple. Moi, je serais très content si mon interlocutrice à la RSE de Carrefour était 100% animaliste, par exemple. Vous pouvez aussi lancer vos propres projets, donc ça peut être des associations, ça peut être devenir journaliste pour la cause animale, par exemple, ça peut être, si vous avez les compétences, lancer une entreprise de simili-produits véganes, et ça peut être également donner de votre temps libre en étant bénévole pour une association, mais ça, je pense que je le mettrai un peu en dessous des autres pistes que j'ai données avant. Une autre piste aussi possible, c'est l'influence à travers votre réseau. Si vous avez des amis ou des connaissances professionnelles ou des amis d'amis qui sont à des positions d'influence, de pouvoir, ça peut être un pouvoir culturel, par exemple des gens qui font la programmation d'émissions de radio sur la radio publique ou à la télé, si vous avez du personnel politique dans votre réseau, même éloigné, des gens qui ont de l'argent. Je pense que par exemple, des personnes parmi les plus efficaces pour la cause animale sont celles qui ont fait découvrir l'importance de ce problème à Jacques-Antoine Granjon et à Dustin Moskovitz, qui sont des milliardaires qui ont apporté des sommes assez élevées à la cause animale et qui lui ont permis d'en être là où elle en est aujourd'hui. Et je ne sais même pas qui précisément leur a introduit ça, mais je pense qu'on leur doit beaucoup. Il reste encore beaucoup de besoins financiers non pourvus, clairement. Mais en tout cas, si ces personnes-là, à un moment donné, n'avaient pas introduit la cause animale à ces milliardaires et qu'ils ne l'avaient jamais découverte, peut-être qu'on serait encore beaucoup plus bas dans notre niveau d'impact actuellement. Une autre question qui remonte pas mal, c'est: n'y a-t-il pas beaucoup de risques de conséquences imprévues? Par exemple, moins de truies en cage donne le porc est plus cher. J'imagine que c'est des truies en cage. Le porc est plus cher, les consommateurs achètent plus de poulet. Si, bien sûr. Bien sûr, c'est un problème bien connu, bien identifié dans la cause animale qui s'appelle le problème des petits animaux, qui est que quand on cherche à réduire sa consommation pour une raison ou pour une autre, d'animaux comme le porc ou le bœuf, enfin voilà, on se tourne vers des animaux qui sont plus petits ou moins chers, etc., et qui malheureusement, en fait, pour une même quantité de viande ou de protéines, seront plus nombreux et souvent élevés dans de moins bonnes conditions. C'est des choses qui peuvent arriver, mais qu'on peut aussi anticiper, justement. En tout cas, nous, c'est quelque chose qu'on étudie aussi dans les cercles de recherche. L'autre question qui est tout en haut, c'est: quel est l'équivalent de mesures de co-efficacité comme le QALY ou le WellBe dans la cause animale? Oui, alors peut-être faut redéfinir ce que c'est. Donc c'est des peut-être, est-ce que tu connais la définition formelle de ces unités-là
Bon, en gros, il y a des unités... Tu connais peut-être ? Alors le DALI, c'est pour mesurer, c'est pour mesurer des années perdues en termes des années de vie perdues, des années de vie en bonne santé perdues. Et les CALI, c'est pour mesurer les années de vie gagnées en bonne santé. Voilà. Tout à l'heure, j'étais à la présentation de, je crois que c'était Samuel Després. Et WellBe, c'est en gros à quel point on augmente le bien-être, par exemple sur une échelle de 0 à 10. Combien de ressources ça prend pour augmenter de 1 point, mais c'est généralement pour les humains ce genre de mesure, de 1 point le bien-être de cet individu, qu'il lui-même va noter de 0 à 10. Et Quali, c'est une projection de combien est-ce que la personne serait prête à perdre d'années de vie pour résoudre ce problème de santé qu'elle a. Et donc, du coup, un problème de santé équivaut à 10 Quali quand... c'est vrai ça ? C'est les années de santé qu'on est prêt à sacrifier pour résoudre un problème. C'est très clair. J'espère. Ouais, pour les animaux, l'équivalent, ce serait effectivement les heures de souffrance. Et maintenant, on a des recherches qui permettent de dire, par exemple, dans une boîte d'œufs, enfin, pour la production d'une boîte d'œufs, une poule a dû souffrir tant d'heures de niveau faible, tant d'heures de niveau moyen et tant d'heures de niveau élevé. Et en janvier prochain, on aura, entre guillemets, officiellement la première empreinte souffrance d'un produit animal, l'œuf en l'occurrence, où les scientifiques auront vraiment regardé toute la chaîne de production, donc les poules, les parents des poules, les poussins mâles qui sont broyés parce que pas femelles et donc ne produiront pas d'œufs. Et comme ça, on pourra donner à chaque boîte d'œufs vraiment une empreinte assez exhaustive du nombre d'heures de souffrance, avec différentes intensités aussi. Enfin, les différentes intensités de souffrance sont calculées différemment. Et voilà, donc c'est des recherches qui sont en train d'être menées et qui devraient aussi arriver pour d'autres animaux bientôt. Puis évidemment, il y a des indicateurs indirects aussi, hein, parce que tout ne peut pas se mesurer en heures de souffrance. Quand vous faites un documentaire incroyablement impactant qui va toucher des millions de gens et les motiver à agir pour les animaux, a priori, ça semble être une bonne idée. Si vous avez la capacité, en tout cas, de produire un documentaire de cette qualité-là. Mais combien d'heures de souffrance ça réduit dans le monde, c'est à peu près impossible à évaluer. Donc après, vous avez des indicateurs qui vont permettre de comparer les documentaires entre eux, par exemple, ce genre de choses. Et je pense qu'il faut aussi accepter qu'on n'aura pas un seul indicateur universel. Merci beaucoup. Et engagez-vous pour les animaux, on a besoin de vous, on est vraiment un mouvement encore trop petit. Je suis d'accord.